qui s'intitule « Pour améliorer sa vie, s'allier les forces du bien ». Bien. Bien. Alors, ce qu'on a vu tantôt, c'était que les forces du mal, puisqu'on les a appelées comme ça, étaient présentes... Dans la première conférence? Dans la première conférence. Alors, elles étaient présentes partout et comment on les exprimait, c'était surtout dans la recherche de la souffrance, puis dans l'autodestruction. En fait, notre vie, elle nous mène à la mort. C'est évident que pour plusieurs personnes, les forces du mal, même il y a des gens qui ont un plaisir à ce que les forces du mal soient des forces intentionnelles qui volontairement veulent faire du mal. Alors on a parlé, on a appelé des mécaniques, on avait des volcans qui portaient des noms avant, on avait aussi Satan, Belzébuth, on avait Lucifer, des paquets de noms comme ça où on a baptisé certaines forces, puis il y en a d'autres. Mais Lucifer, moi je pensais que c'était porteur de lumière. Lucifer veut dire porteur de lumière. Théoriquement, c'est un personnage qui va très 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 longtemps être arrivé ici et qui a mêlé sa race à celle de l'humain, engendrant l'âme, donc la psychologie chez l'humain. Pour la théologie, c'était celui qui finalement a voulu faire avancer plus rapidement les plans de Dieu, donc s'en est mêlé pour aider l'humain et finalement Dieu n'a pas été content puis il l'a banni. Pour un ésotérisme planétaire assez actualisé, Lucifer habite chaque être humain parce que c'est l'ego. Donc, à un moment donné, du moment que de toute façon, quand on regarde les explications religieuses, même ésotériques, mais même quelquefois scientifiques, il y a toujours à l'intérieur de ces explications-là le besoin pour l'homme d'être soit totalement minable, soit totalement divin. Mais c'est toujours un divin minable. Parce que c'est toujours un Dieu en potentiel. C'est jamais quelqu'un qui va dire qu'il a des pouvoirs divins, on va le prendre pour un écervelé. Oui. Ou encore quelqu'un qui va dire la perfection n'est pas de ce monde. Moi, ça me dirait, ça c'est une loi à retenir. Mais les gens s'en servent pour pouvoir se faire harakiri. Limiter, c'est ça. Non, pas souffrir. La perfection n'est pas de ce monde. Ou je m'en sers pour expliquer que je continue à faire les choses tout croche, ou je m'en sers pour refuser la perfection de quelqu'un, de quelque chose qu'il a fait. Mais ça me plaît de pouvoir me vautrer dans un monde où la perfection est bannie, alors qu'à l'intérieur de moi, je recherche la perfection. Alors que moi, je vais plutôt le décoder comme étant une mécanique. Alors, si la perfection n'est pas de ce monde, c'est exactement comme c'est normal que les loups attaquent l'humain. C'est une loi naturelle. On est sur un territoire, donc défendre notre territoire. Pas de problème. Et si je mets des clôtures barbelées, des clôtures électrifiées, ou si je m'achète des fusils, loi naturelle ou pas, un jour, les loups vont me foutre la paix. Alors que si je dois faire des sacrifices aux loups pour qu'ils me foutent la paix, tu sais, la mécanique est bien différente au niveau de ma résolution de problème. Si je peux comprendre le monde à partir d'une explication contrôlable par moi, de temps en temps, évidemment, j'aurai des explications qui seront en dehors de la réalité. J'en ai déjà parlé, comme Christophe Colomb qui partait découvrir l'Inde en partant vers l'ouest, il a manqué son coup. Il a découvert l'Amérique. Donc, il a manqué son coup à moitié. Bon, c'est tout. Nous, on va... Et puis, une fois qu'il s'est rendu là, OK, il a trouvé du blé d'Inde, bon, il a trouvé des Indiens, etc. Mais lentement, par la suite, on finit par dire, écoute, c'est pas grave, tu n'as pas manqué ton coup au complet. S'il n'y avait pas eu les Amériques, tu aurais traversé. Donc, tu avais raison de partir, alors que tout le monde disait que la Terre était plate et ennuyante, et qu'on ne pouvait pas faire le tour. Bon. C'est la même chose au niveau des explications. Tant que l'être humain va continuer à rechercher les forces du mal, par exemple, moi, je sais très bien qu'une personne qui est malade, il y a des êtres humains qui ont la capacité d'arriver et d'ordonner à la maladie de s'en aller, et la maladie s'en va. Et là, on va dire, voyez-vous, il contrôle des forces, oui. Sauf que tant qu'on a une vision psycho-émotive de ces forces et du contrôle qu'a fait une personne, on ne pourra pas comprendre la procédure et l'état d'esprit que devra vivre l'individu qui va guérir. De ce fait, on ne pourra pas l'expérimenter, l'explorer, la contrôler, la maîtriser et l'enseigner. Alors, on va toujours devoir dire à quelqu'un, écoute, regarde, grosso modo, là, il a crié de même, il y avait une épée, il a fait ci, il y avait un crucifix. Oui, mais il y avait aussi un paquet d'autres mécaniques. C'est comme un médecin qui t'opère, il y avait un bistouri, il y avait une infirmière pour aider, il y avait un anesthésiste, il a fait que couper là. C'est tout vrai. Mais on sait qu'il y a des médecins qui vont vous opérer, qui vont oublier leur pince hémostatique en refermant. D'autres vont vous opérer et ils vont se tromper de place.
D'autres vont faire ça d'une façon tellement parfaite que vous allez avoir un retour post-opératoire très rapide. Mais en plus, on enseigne la procédure. Alors imaginez-vous que si on ne connaît rien de la médecine, on a un personnage qui arrive, lui ici il a un problème abdominal puissant, l'autre qui arrive, il ouvre là-dedans, il tripote un peu, il sort un petit morceau de rien, puis il referme tout ça, il a fait une disectomie. La prochaine fois que quelqu'un a mal au ventre, ben là, celui qui a dit ça, il arrive, il ouvre le ventre, il fouille dedans, il sort un bout, il sort la vessie par exemple, puis il referme tout ça. Là, on va se dire, écoutez, scientifiquement, c'est pas évident ça. Non, c'est parce qu'on ne connaissait pas la procédure, on était attaché émotivement à la forme, à ce qu'on voyait, et à ce qu'on retenait de ce qu'on voyait. Les forces du mal, les forces bizarres, les forces qui vont faire en sorte que les avions vont tomber. Et là, je parle d'avions qui décollent, puis qui s'écrasent, puis qui tombent, bon, qui c'est déjà arrivé. Lorsqu'on parle d'individus qui sont en parfait état, on lit ça dans les journaux de temps en temps. C'est un policier à Bangkok, ou un policier en Italie, à Rome, ou à Montréal, ou ailleurs, qui, à un moment donné, tire partout dans le poste de police, ou l'autre fou qui rentre dans un McDonald's et qui métroille un paquet de monde parce qu'il y a une chicane de famille. On se dit quelque chose qui ne va pas. Si on regarde la procédure psychosociale, c'est-à-dire l'espèce d'égrégore collectif, on se rend compte que plus l'individu vit de stress dans une société, plus ça augmente un seuil de problèmes dans la société, puis à un moment donné, il semble que le seuil, le gros paquet de problèmes, soit canalisé par un ou quelques individus, paf, il se passe de quoi dans la société. Alors, l'honnête personne qui est bien correcte, que tout le monde aime, on se rend compte que ça fait 3 femmes qui coupent en morceaux. Puis on ne peut pas psychologiquement comprendre le schéma du bonhomme. On peut dire qu'il y a une double personnalité. Un prêtre, un ésotériste, un occultiste va dire, oui, mais de temps en temps, il est possédé. Le prêtre a déjà guéri des possédés. Le psychiatre a déjà guéri des problèmes, des gens qui étaient pris comme ça. Les médicaments peuvent aussi aider des personnes qui ont des problèmes psychologiques. On a des antipsychotiques, c'est les gens qui sont trop déprimés. On peut les motiver. Un prêtre peut leur donner confiance dans la vie. Un médecin peut leur donner des médicaments qui vont les rendre corrects. 3 visions différentes du problème, 3 solutions différentes du problème, 3 solutions qui se battent les unes contre les autres parce qu'ils veulent que leur explication soit l'explication. Mais les forces du mal... Leur explication exclut les autres. Oui, exactement, comme je dis souvent, les maladies psychosomatiques, c'est reconnu. Mais les guérisons psychosomatiques, on n'en veut pas. Ça marche dans un sens. Mais c'est rentable quand ça marche dans un sens. Ça crée des malades. Mais c'est pas rentable quand ça crée des gens santé. C'est ça, ça guérit tout ça. Alors on va lutter. Mais on lutte surtout contre nos vieux schémas, difficulté de comprendre des choses neuves. Si on parle des forces du mal, souvent les gens vont espérer, enfin aiment, vont lire, vont regarder des films d'horreur. Il y a encore des films d'horreur qui passent régulièrement. Je peux vous dire que ma lumière a besoin de ça. Et tout ce qui est inventé socialement de toute façon pour détruire et anéantir l'humain et l'amener à la souffrance. Si on parle des forces du bien, nécessairement, il faut parler des forces du bien aussi comme étant non pas intentionnelles. Oui. Est-ce que les forces du bien, c'est seulement une absence de force du mal ou il y a vraiment des forces du bien? Bon, si on veut dépolariser un peu le mal et le bien, parce que le mal et le bien polarisé, ça fait peur, ça culpabilise. Tu as l'impression que il faut que tu donnes. Faut que tu donnes au diable pour qu'il te laisse en paix. Faut que tu donnes à Dieu pour qu'il vienne t'aider. Et à un moment donné, on a beau donner, mais il se passe de quoi? Il faut que je donne mon plus beau mouton à Dieu. Il me semble que si c'est le Créateur, il devrait s'en faire des moutons s'il en veut, puis laisser les miens. Ça serait logique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, évidemment, j'ai fait un parallèle entre sa propre nature, l'expression de sa nature. Si je veux avoir les faveurs de mon père, je devrais lui rendre des services. Si je veux avoir les faveurs de mon roi, je devrais lui prouver que je l'aime, qu'il a besoin d'être nourri de mon amour. Je devrais lui prouver que j'obéis, que je suis prêt à mourir pour lui. Et nécessairement, par extrapolation, parce que l'homme va créer Dieu à son image et à sa ressemblance, il pensera aussi que les divinités ont besoin de ce genre de choses. Mais encore là, il donne tout le temps son énergie, il donne de lui, il se vide là. Au lieu de le donner, de se le donner, de le donner aux autres, on peut créer l'humain est organisé pour créer une planète qui est extrêmement intéressante. Sauf qu'il y a des humains, évidemment, ils se battent pour Dieu, ils se battent pour leur Dieu, ils se battent pour leur territoire, ils se battent pour leurs femmes, pour leurs voisins, pour leurs chiens, pour leurs moineaux, pour leur intégrité, ou encore simplement pour l'honneur. L'honneur de merde, comme disent certains. Le mal, juste pour dépolariser, le mal
c'est l'assujettissement des mécaniques. Le bien, c'est le contrôle, la maîtrise, la compréhension de ces mécaniques-là. C'est une dépolarisation. Alors, si je dis, par exemple, bon, le mal habite le monde, oui, le mal habite le monde, parce que le monde, les gens sur la planète, ignorent, ne connaissent pas, ils sont assujettis aux mécaniques. Tant qu'un volcan détruit, tant qu'un tremblement de terre détruit, tant qu'un ouragan détruit, c'est le mal. Quand l'humain peut prévenir un tremblement de terre déménager avant, le bien commence à être là. Le bien, compréhension, humanisation, contrôle. Et quand je parle de contrôle, moi je ne parle jamais de contrôle dans le sens pouvoir. Je parle toujours de contrôle dans le sens puissance. Donc c'est un contrôle qui est anégoïque, c'est un contrôle. Je contrôle la situation. Ça ne veut pas dire que je suis le dominant, le domineur, puis je contrôle tout ça. Bon, je te donne un cours dans une classe et je contrôle mon groupe. Et mon groupe, il est heureux, mon groupe, il vit, mon groupe, il est correct. Bon, je gère le groupe. On parle de contrôle dans ce genre-là, il n'y en a pas dans le genre contrôle-pouvoir. Tout le monde est assujetti à mon pouvoir. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, et puis c'est utile aussi, c'est que si on parle du bien, faire le bien, comme j'ai dit souvent, les gens veulent faire le bien, mais ils le font mal. Alors, les gens font donc le mal. Et si on comprend les mécaniques, on va être capable de faire du bien. Mécanique relation parent-enfant, par exemple. Le parent qui est fatigué et qui dit « Là, cesse de me déranger, là, tu me fatigues. » Décodage chez l'enfant, je suis un être qui dérange et qui fatigue. Bon, on comprend la mécanique. Le père qui dit « Écoute, cesse de faire du bruit, ce soir, je suis fatigué, claqué, j'ai de misère à l'endurer. » Décodage de l'enfant, papa est fatigué. OK? Si je comprends la mécanique, le bien s'installe. Sinon, il va y avoir engueulade. Si je dis, t'es dérangeant. Dis ça, mon enfant. T'es un maudit hypocrite, un maudit égoïste, tu te fais déranger. L'enfant peut s'obstiner. Il n'est pas un hypocrite, il n'est pas un égoïste. Mais si je lui dis, ça me dérange, il ne peut pas s'obstiner. Ça me dérange. Bon. Si je comprends la mécanique des communications, par exemple, ben là, je vais être capable de parler avec mes enfants, de leur expliquer des choses, ils vont être capables d'apprendre à faire le ménage, pas par exemple, et que tu es désordonné. Peut-être c'est juste là qu'il est désordonné, peut-être pas dans le reste de sa vie, donc il va obstiner. Mais si je lui explique ce que moi je sens quand je vois ça, et que ça me dérange quand je pile dans tes jouets, puis il ne peut pas obstiner. Vu qu'il ne peut pas obstiner, je n'amène pas son ego à grimper. Puis le mien n'est pas là non plus. Puis en plus, vu qu'il m'aime, je lui parle de ce que je vis. Pas nécessairement, il va faire une démarche pour arriver à m'aider. Mais ça veut dire que tu t'exprimes quand même émotivement, mais c'est pas une émotivité qui va... Tu remets pas l'autre. Je ne m'exprime pas émotivement, je lui exprime ce que je vis émotivement. Et ce que je vis intellectuellement, et ce que je vis mentalement, et ce que je vis dans mon intelligence. Mais là, ce que je fais, j'amène le bien. Mais j'amène le bien pourquoi? Parce que je viens de comprendre une mécanique du mal, une mécanique de désordre, une mécanique qui ne va pas avec ce que je veux vivre. Et je vais, maintenant que je comprends la mécanique, que je me rends compte que quand je lui dis toujours avec « tu fais ceci, tu es cela, je me rends compte que lui va toujours se défendre là-dedans, parce que très souvent, il ne voit pas ou il ne vit pas ce que je dis qu'il vit. Je suis écœuré, tu m'écœures. Je ne veux pas écœurer mes parents. Donc, il va dire, ben voyons donc. Et si je dis, ça m'écœure quand tu fais ça. Il peut au moins pas s'obstiner. Il peut me dire, évidemment, si c'est un défi, il peut me dire, écoute, fais-toi soigner. Bon, OK. Sauf que la façon de communiquer avec ce que moi je ressens, quand je comprends la mécanique des guerres d'ego, je vais facilement être capable de contourner, puis on va commencer à être capable de discuter. Entre l'homme et la femme, c'est la même chose, ou entre les humains. Mais comme tu décris ça, ce que je vois, c'est que le bien, on ne connaît pas vraiment ce que c'est. En tout cas, on a vu des petits bouts, mais on ne vit pas ça d'une façon constante. Là. On peut se réchauffer quand il fait froid, puis on peut aussi lutter contre le froid pour un chaud. Comme le froid n'existe pas, le froid, c'est l'absence de chaleur. Quand la chaleur s'en va, il y a du froid. Quand on met de la chaleur, il n'y a plus de froid. Mais le froid ne sort pas à l'extérieur. Quand je réchauffe ma maison, il ne fait pas plus froid dehors. Okay? Oui. Mais ça veut dire que ma philosophie, ma façon d'attaquer le problème, lutter contre le froid,
Par exemple, essayer de mettre le froid dehors. Je prends une espèce de bouclier, je pousse le froid dehors. C'est que tu lui donnes beaucoup d'attention, puis c'est pas... Non, c'est pas que ça. Il va faire froid pareil. Oui. Alors, quand l'humain se dit, écoute, quand l'humain, par exemple, si l'humain se bat contre les relations de couple qui sont envenimées, si l'humain se bat contre les relations professionnelles qui sont envenimées, plutôt que de travailler à avoir les relations qui sont envenimées, le travail est très, très différent. Mais parce que la nature humaine est amenée à vivre, à rechercher la misère, la souffrance, le malheur et à s'autodétruire, et ce n'est pas ce que l'humain veut. C'est l'obligation que l'humain a quand il s'exprime. Hein? Les gens de génie ont souffert, les gens qui amenaient des solutions géniales, l'humanité allait les repousser. Il faut comprendre une nuance entre ce que moi je veux et ce que je fais, à travers les mécaniques qui m'obligent à m'exprimer. Bon, mais si je comprends ces mécaniques-là, c'est le bien que j'amène. Là, je vais m'allier les forces du bien, et la force du bien, c'est la compréhension des mécaniques pour être capable de contrôler les mécaniques. Ça veut dire que en comprenant les mécaniques, tu te désassujettis, on peut dire, des forces du mal, puis tu n'es plus obligé de les exprimer. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne t'exprimeras plus en suivant des mécaniques naturelles qui n'ont jamais été améliorées par l'humain, qui sont des mécaniques qui amènent l'humain sans arrêt à faire des conflits. Depuis que l'humain est humain, depuis qu'on a des livres d'histoire, que ce soit des livres d'histoire théologiques, donc anti-historiques, ou des livres d'histoire créés par les historiens, on se rend compte que l'humain a amélioré énormément de choses, que là où il y avait des déserts, là où il n'y avait pas d'eau, on creuse des puits puis il y a de l'eau en masse, que là où l'humain il prenait 3 mois à faire une traversée océanique, on prend un avion fait 107 heures, que là où l'humain perdait 7 enfants sur 10, on en perd 1 sur 100 quelques aujourd'hui, que là où il y a des épidémies majeures qui massacraient des populations complètes, on a maintenant... Bon, l'humain a amélioré des choses. Et je n'ai rien contre ce qui fait en sorte que l'humain peut être bon. Appelez ça Dieu, appelez ça le cosmos, ça ne me dérange pas. Mais ce que je sais, c'est que quand l'humain s'adresse à un Dieu, il ne s'adresse pas aux bonnes forces. Il s'adresse à quelque chose qui ne peut rien recevoir. Puis qui ne peut pas agir pour lui. Mais non, l'humain a fait des choses. Sauf que dans une grande partie des lois, des mécaniques de ce monde, il n'y a pas eu d'études. Il y a eu de l'amour de ces lois, même si ces lois-là te bafouaient. Il y a eu de la peur, de la crainte de ces lois, mais il n'y a pas eu d'études et de contrôle de ces lois. Alors, à un moment donné, bon, on a réussi à devenir agriculteur, on a nourri plus de gens, on est devenu aussi beaucoup de fermiers, on a nourri plus de gens, on est devenu des techniciens, on a eu l'air industriel. L'air industriel a pollué, oui, sauf que le Pinatubo a pollué en gaz sulfureux et nitreux plus que toutes les usines peuvent le faire en 10 ans. Donc, la nature est beaucoup plus destructrice planétairement que l'homme l'est lui-même. Alors, c'est sûr qu'on aime ça se faire harakiri sans arrêt, parler de la pollution. Quand on se rend compte qu'on pollue un peu, qu'on met du plomb dans l'air, etc., c'est évident que quand l'humain s'en rend compte, ben, l'humain va nécessairement appliquer du bien. Comprenant la mécanique, ben, il va l'éliminer un peu. Hein? Les chlorofluorocarbones, par exemple, les CFC, on a commencé à les diminuer. Ah, ça va. Il suffit de 3 ou 4 volcans pour anéantir la couche d'ozone d'une façon beaucoup plus dangereuse que toutes nos CFC ces 30-50 dernières années. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire donner notre coup de pouce à la mécanique pour restaurer un peu le climat. Ça va. Parce que comme je dis souvent, on se plaint que tout va mal, mais notre espérance de vie est de 30 à 40 années plus longue que celle de nos ancêtres qui vivaient sans stress, qui mangeaient des animaux purs, qui buvaient une eau pure, etc. Donc, malgré que tout va mal, ils aimeraient bien vivre ici. On vit beaucoup mieux ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de s'allier les forces du bien, ça ne veut pas dire se promener avec un pendentif. Ça ne veut pas dire faire l'étude mystique des cristaux. Un historien pourrait faire l'étude du comte de Monte Cristo. Par contre, est-ce que ça veut dire que les cristaux n'ont pas d'effet? Non. Est-ce que ça veut dire que les aimants, le magnétisme n'a pas d'effet? Non. Mais ça veut dire que si on fait une étude épurée de ferveur émotive dans la chose, on va se rendre compte que c'est beaucoup mieux. Ah, un cristal, ça peut te guérir parce que toi, tu es fait de cristal.
Elle n'était pas faite de cristal. C'est simple, c'est ça. Bon, alors c'est pas nécessaire d'être faite de cristal pour qu'un cristal puisse nous aider. Parce qu'il y en a qui pourraient se virer avec d'autres choses. Non, vous pensez mal. Mais non, mais de chocolat. Il y en a qui mangent du chocolat, j'ai du chocolat, je sais pas. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on veut appliquer les forces du bien, ça fonctionne bien si on contrôle ce que l'on fait. Par exemple, il y a des gens qui disent « Moi, je fais du yoga, et ça me permet, ça m'émancipe, et je transcende. » Oui, OK. Mais est-ce que l'on sache, il n'y a pas beaucoup de grands maîtres du yoga dans le monde ou dans l'histoire. Si chaque siècle crée son maître, ça prouve que le yoga, ça vaut rien. Mais un maître par siècle pour l'humain, ça prouve que c'est bon en maudit. Mais c'est parce que l'humain veut copier. L'humain n'est pas suffisamment autodidacte, n'est pas suffisamment métaconicien, l'humain n'est pas capable de recréer. Ça lui permet, s'il y a un maître, ça lui permet d'idolâtrer, puis en même temps de souffrir de ne pas y arriver. Puis d'avoir plein d'autres choses, là, mais ça le médiocrise, ça l'assujettit, ça l'omnibule, etc. Ça fait partie des lois de l'occupation. Mais quand on parle des forces du bien, l'humain, par exemple, à un moment donné, moi, j'ai fait plein d'expériences aussi, des expériences au départ théologiques. Après ça, ésotérique, occulte, après ça, ésotérique, et puis finalement, un peu plus, pas scientifique, différente en tout cas, pour essayer de percevoir ces forces-là. Alors, il fut un temps où je travaillais pour Urgence Santé ici dans la région, et puis il y avait des personnes, quand ils étaient soit blessés, soit malades, qui émotivement me dérangeaient un peu plus. Normalement, plus c'est jeune, plus ça me dérange. Mais plus c'est intelligent, plus ça me dérange. Donc, il y a des personnes des adultes, qui étaient des bonnes personnes, puis ce qui leur arrivait dans la vie, c'était ridicule. Je me rappelle d'une fois où une femme était en train d'étendre son linge, et puis au deuxième étage, et puis là, elle a étendu son linge, puis s'est étendue, puis elle est tombée en bas. Et puis, il y a, c'est évident, le nez tenait par un petit bout, là, puis c'était assez amoché. Et les questions fondamentales, c'est à qui a-t-elle déplu au fond la pousse? Parce que là, on va dire, ah oui, mais c'est parce que... Non, mais si on veut parler de force du mal, de force du bien, quand elle fait tomber en bas du deuxième étage alors qu'elle était à étendre le linge de sa famille, donc elle a fait des corvées, tu sais, c'est bon, etc. Il semble que déjà, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Et puis, paf! Là, on peut parler des vies antérieures, peut-être un jour, une vie antérieure. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien ça quand on me punit, savoir pourquoi. Ça m'aide à m'instruire. Mais elle, si on la punit et on ne dit pas pourquoi, pas évident qu'elle ne recommencera pas. Il y a un pédagogue quelque part dans le cosmos qui aime son maudit punir pour rien. Alors, je m'amusais avec certains patients, etc. Puis, ce qui était le plus problématique au niveau des forces du bien, c'est que c'était plus théologique, c'était plus bon. Et rendu à l'hôpital, ben, il y a des patients qui n'étaient plus malades. Puis là, il fallait qu'on leur explique de faire semblant d'être malade. C'est pas fait pour fou un peu. Le temps qu'ils passent leur examen et qu'on leur dise ça va. Surtout au niveau des infarctus, des choses comme ça, certaines problématiques. Ça ne fonctionnait pas tout le temps, ça dépendait de comment on allait, ça dépendait du partenaire avec qui je travaillais, etc. Mais donc, il y a une incidence qui est évidente, soit dans la façon d'aborder les patients, des faire rire, pas trop, parce qu'il y en a des fois que quand ils rient trop, ça dépend comment ils sont, tu sais. Mais tu veux dire, tu leur parlais de ce qui arrivait ou tu... Non. Là, on leur parlait d'une certaine façon, puis finalement, ils allaient mieux, puis ils ne sentaient plus leur mal. Alors, sur des fractures, il n'y avait plus mal, il y a encore la fracture. Mais c'est quand même déjà bon. Alors, c'est des choses comme ça. Par la suite, à un moment donné, c'est un peu plus au niveau... l'étude se fait au niveau spirituel, mais moi, où je m'interrogeais, c'était pourquoi ça fonctionne des fois, pourquoi ça ne fonctionne pas d'autres fois. Bon. Ensuite, pourquoi ça fonctionne quand je le fais avec les autres, pourquoi ça ne fonctionne pas quand je le fais sur moi. Bon. Et tout ce questionnement-là fait en sorte que je ne peux faire autrement que d'en déduire que c'est parce que je ne sais pas ce que je fais. Quand ça fonctionne, mais il y a des éléments, il y a des choses que j'ai faites
que j'ignore. Alors, quand je veux répéter le processus, il me manque la moitié du processus. C'est ça, ça fonctionne pas. Donc, en fouillant et en étudiant différemment, on se rend compte que, donc, dernièrement, je lisais une revue scientifique qui disait que les placebos guérissent autant de maladies que les médicaments. Et que là, il y a beaucoup d'études au niveau scientifique pour essayer de comprendre l'effet placebo, où on se rend compte que, probablement que finalement, le cerveau a sa grande part d'agissement dans la guérison. Il y a des problèmes, des pathologies qui se guérissent aussi bien avec des placebos qu'avec des médicaments qui semblent fonctionner. Et c'est une problématique. Et quand on regarde l'effet placebo pour l'étude d'un nouveau médicament, on prend par exemple 100 patients malades, les médecins ne savent pas s'ils ont des placebos ou non. Le placebo, c'est un médicament bidon, comme du sucre. Alors, les médecins ne le savent pas, les patients ne le savent pas, et on donne des médicaments à ces personnes-là. Puis on sait très bien qu'il y a des patients qui vont recevoir le placebo et qui vont guérir aussi bien que les patients qui vont recevoir le médicament. Et il y a des patients qui reçoivent un placebo et ils ont les mêmes effets secondaires que ceux qui reçoivent les médicaments. Bon, et ça fait partie des études scientifiques, maintenant on le sait, et on essaie de comprendre la chimie cérébrale et le processus qui fait en sorte que quand tu penses que ça va te guérir, que tu déclenches une mécanique cérébrale qui va finalement opérer la guérison. Mais c'est intéressant, ça veut dire que le médicament peut être aussi la foi. Si ça déclenche le processus cérébral, ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être aussi l'affection, l'amour, le plaisir, la joie, le rire. Mais ça va dépendre des processus cérébraux. Donc, je peux en déduire que des médicaments vont marcher pour monsieur, mais qui ne marcheront jamais pour madame. Mais le médicament est bon, mais il ne fonctionne pas. Et on sait que les médicaments ne fonctionnent pas sur tout le monde. Mais les processus cérébraux sont différents et aussi les processus psycho-émotifs sont différents. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut tenir compte, c'est ça. Eh oui. Mais ça veut dire que même la science médicale ne fonctionne pas. Il y a des médecins qui ont déjà dit que le médecin pensait la plaie et que Dieu la guérissait. En disant par là, écoutez, moi je fais une partie du processus, mais il y a un grand bout que j'ignore. Puis normalement, ça fonctionne. Bon, on se rend compte par exemple que lorsqu'on fait une opération chez un fœtus, donc on l'opère à l'intérieur de la mère, quand il vient au monde, il n'a aucune cicatrice. Mais quand on opère un enfant ou un adulte, une fois qu'il est sorti, il va avoir un tissu cicatriciel qui va se développer, puis il va avoir des cicatrices. Mais chez le fœtus, il n'y en a pas. Chez le bébé avant la naissance, il n'y en a pas. Il y en a après. Ça, on le sait, on l'a constaté. Ce qui est comme, je parlais des glutamates à un moment donné. Chaque fois que vous êtes stressé, votre cerveau, par plaisir, sécrète du glutamate monosodique. Et le glutamate fait éclater les neurones. L'humain est bâti comme ça, et sa structure psycho-émotive est une structure bâtie à ça. Les forces du bien, ça veut dire comprendre ça. Alors, effectivement... Oui, parce que sinon, on va cogner une place, mais c'est pas là qu'il faut cogner. On ne fera pas les bons moyens pour que ça fonctionne. Mon processus mental, cérébral, peut arriver à m'amener à des guérisons. Plus je comprends ces choses-là et plus je peux contrôler ma structure cérébrale, et ça, encore une fois, ça s'apprend, plus je peux faire cela, plus j'ai de chances d'être capable de bouger là où je veux bouger pour arriver à avoir des résultats physiques que je recherche. On a des appareils aujourd'hui qui peuvent vous amener en état alpha, en état θ, dans certains cas en bêta. Bon. Mais on a quand même, mais on comprend les processus. Mais on sait aussi que chanter, écouter de la musique, et de la musique qui fait digérer, et de la musique qui relaxe, et de la musique qui rend fou. Ça dépend. On sait par exemple que les plantes adorent le Mozart. Surtout. Mais là on va dire c'est parce que les plantes ont une âme. Peut-être. Mais c'est comme ma chatte. Moi je lui dis que t'es belle, elle ronronne. Et que t'es laide, elle ronronne aussi. Fait qu'il me fait plus avec la plante. Par contre, je ne peux pas faire autrement que de constater qu'effectivement, il y a un effet musical, plante, il y a des mécaniques. Et ce n'est pas de déshumaniser le monde de parler des mécaniques. Vous avez tous la capacité de rire. Le rire dilate la rate. La dilatation de la rate aide énormément à la santé. Parce que c'est pas la dilatation, mais la rate, quand elle fait certaines choses... Ça doit produire des globules blancs. Elle va grossir, oui, ça dit que des recettes de bonne femme. Je vais comprendre qu'il y a des effets. Ça,
s'allier les forces du bien. Mais ça fait partie de... Ça veut dire comprendre la vie, comprendre comment notre mécanique est bâtie, pour comment elle réagit, pour essayer de jouer avec ça. Oui, mais jusqu'à là, on a étudié la mécanique physique et on n'a pas voulu scientifiser, on va dire, la mécanique psycho-émotive. On va dire à des personnes, les psychologues peuvent travailler comme ça, il y a des très bons psychologues, il y en a d'autres évidemment qui ont besoin d'un psychologue. Bon, c'est comme tout le monde. Il y a des psychologues qui vont travailler avec les personnes et qui vont être capables de les recentrer. Les recentrer dans leur intelligence. Il y en a d'autres qui vont les normaliser. Écoutez, c'est normal, Avatar, on joue encore, on va jaser, puis on va revenir à une forme de normalité, de problématique. D'autres vont s'arranger pour épurer. Ah, moi j'ai bien des problèmes avec telle affaire. Le psychologue peut très bien dire, comment? C'est ça qui est votre malheur. Vous allez à la pêche, vous aimez ça souffrir. Puis on parle autrement. De plus en plus, comme en Europe, il y a la philothérapie qui commence à prendre le dessus. Les gens se disent, c'est pas un psychologue que j'ai besoin, c'est un philosophe. Bon, les gens commencent à... il va falloir qu'on structure de plus en plus la connaissance que l'homme a de cette mécanique qui fait partie de votre pensée. Mais la pensée, c'est pas vous autres. La contrôlez pas comme il faut. Mais vous êtes là. Fait partie de l'émotion, fait partie du désir. C'est quoi un désir? Pourquoi on a des désirs? Pourquoi on peut être programmé à avoir d'autres désirs? Pourquoi la publicité peut avoir une incidence sur nos désirs? Et avant d'aller faire la guerre ou de m'engueuler avec le voisin ou la voisine ou avec moi-même, oui, mais moi j'aimerais ça faire ça. As-tu décidé que tu aimerais ça faire ça? Non, tu constates que tu aimerais ça faire ça, et tu veux maintenant faire ta vie sur une affaire qui maintenant t'habite, qui peut-être dans 2 ans, ben, il ne sera plus là. L'humain va s'allier les forces du bien quand l'humain va s'allier les forces de la compréhension. Puis les forces de la compréhension, ce qui est intéressant là-dedans, puis n'importe qui peut devenir un métaconicien, un autodidacte, quelqu'un qui va avoir la capacité de comprendre ce qui lui arrive, mais progressivement, il va travailler sur lui, comprendre ce qui lui arrive, et nécessairement, il va voir immédiatement les forces du mal, c'est-à-dire qu'il va voir immédiatement la puissance de l'extérieur pour l'empêcher de contrôler. Et c'est pas parce qu'il y a des forces intentionnelles qui veulent écraser l'humain. L'humain est manipulé, mais il n'y a pas de manipulateur, c'est une question de mécanique. Mais ce qui est lui, la personne qui commence à se prendre en main, ce qu'elle devra comprendre, c'est que c'est normal que les autres profitent du fait que je veuille me prendre en main pour créer de la misère. Parce que l'une des lois de l'expression de la nature humaine, c'est la recherche de la misère, la souffrance et du malheur. Ça. Mais comme pour moi, c'est une clé que tu viens de dire, là, que les lois de la compréhension, développer sa compréhension, tu travailles, tu t'allies les forces du bien, mais comment ça peux-tu apprendre à comprendre ou... Ben oui. Oui. Premièrement, tu peux apprendre à apprendre, mais ça, on en reparlera à un moment donné, parce que je vais former un atelier sur la métacognition, c'est-à-dire les langages cérébraux qui permettent à l'humain d'apprendre à apprendre, de façon à ce qu'à un moment donné, quand vous allez avoir à acquérir des choses neuves, vous puissiez apprendre facilement. Ce qui n'est pas le cas, parce que normalement, la métacognition se fait chez l'humain de l'âge de la naissance à aller vers l'âge de 3 ans, 3-4 ans. C'est là que l'enfant va tout structurer sa métacognition. À partir de là, normalement, il se sert de ses outils, mais il les raffine presque plus. Puis nécessairement, rendu à un âge plus avancé, si nos outils sont plus adaptés, on se donne des difficultés à apprendre des choses neuves, apprendre l'informatique, apprendre une nouvelle langue, apprendre, etc., ou simplement de nouveaux concepts au niveau de soi-même, ça devient complexe. Bon, ça s'apprend. De toute façon, le moindrement qu'on est capable de comprendre une mécanique, ça s'enseigne. Si on peut comprendre comment l'humain apprend, et ça, il y a énormément d'études planétaires, au niveau universitaire où les gens essaient d'étudier ça, pour essayer de créer l'intelligence artificielle au niveau de la robotique, de la cybernétique. Ça se fait aussi un peu partout ailleurs. Bon, mais moi, je sais comment l'humain apprend. Du moment que l'humain sait comment il apprend lui-même, alors là, il est capable de se restructurer pour après ça apprendre. Il fait beaucoup plus rapidement. Donc, ça se fait. De toute façon, du moment qu'on a une mécanique et que l'humain sait comment apprendre, après ça, ça va bien, il devient un autodidacte. L'autodidacte, ça veut dire qu'il est capable d'apprendre de par lui-même. Et un groupe de capables d'apprendre de par lui-même, ça avance, c'est intéressant et on règle des problèmes. Mais ça, est-ce que tu associes ça avec la compréhension? Parce qu'apprendre et comprendre, nécessairement. Ça va ensemble, ça. Si tu mémorises une chose, il faut que pour utiliser ce que tu as appris, tu dois passer par toute la procédure mémorielle pour trouver l'élément que tu as besoin. Comprendre, ça veut dire avoir un accès aléatoire à ta mémoire. Bon,
Alors moi, je t'explique comment on défait un moteur d'auto, puis comment on le refait. À un moment donné, il y a 2 boulons qu'il faut défaire, puis celui qui prend une grande procédure, ben là, il va ôter les bougies avant, il va faire ci, il va sauter quelques étapes, parce qu'il se rend bien compte que... alors que celui qui a compris comment faisait fonctionner un moteur va être capable d'avoir un accès aléatoire. Alors il va faire démarrer, voir, il entend tourner, et là il fait aléatoirement dans sa compréhension. Tic, 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 tic. Attends, je pense que peut-être que, là il vient de ramasser un morceau, il va aller vérifier s'il y a du feu à ce bougie-là, c'est ça, il va écouter encore, accès aléatoire. Mais c'est ce qui fait la différence entre un bon mécanicien et un mécanicien normal. C'est la différence entre un expert et quelqu'un qui ne l'est pas. Mais au niveau psychologique, c'est la même chose. Êtes-vous des experts de vous-même ou non? Bon, dernièrement, je parlais à quelqu'un, j'ai rencontré qu'est-ce qui est arrivé? La personne me dit, hey, devine ce qui est arrivé ce soir. Ben, je sais pas. C'est quelque chose de vraiment, c'est terrible. Je dis quoi? Mais premièrement, je suis sorti de la maison, là, je m'en allais. Je ne peux pas me compter ce qui est arrivé sans me compter toute la soirée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'accès aléatoire. La façon dont elle a de structurer ces événements n'est pas efficace. Alors, quand elle a besoin de se rappeler des choses importantes qu'elle a apprises dans la vie, sur le moment où elle en a besoin, ça ne peut pas lui être utile. Parce que le chemin mémoriel étant trop grand, elle ne peut pas. Et si elle a un accès aléatoire à sa mémoire, donc si elle a une compréhension, la compréhension permet l'accès aléatoire, ben là, quand il arrive quelque chose, immédiatement, elle va être capable de prendre, alors que sinon, c'est le cheminement au complet. Donc, dans n'importe quelle structure d'enseignement, au départ, ce serait de montrer aux gens comment apprendre à apprendre. Bon, ça va se faire. Ça, c'est allier les forces du bien. Mais la première chose à faire, allier les forces du bien, c'est dans n'importe quelle situation de la vie, on devrait s'arrêter pour se poser la question, moi, l'être intelligent, moi, je veux vivre comment? OK? Première question que l'humain doit se poser, c'est ça. L'humain va dire, moi, je veux savoir pourquoi je vis. Pas de problème, moi, je vais te donner des claques, paf, je vais te piquer, je vais mettre le feu par son linge. Puis il continue de te demander pourquoi tu vis. Tu ne pourras pas répondre tant que tu ne seras pas bien pour commencer. Parce que tu vas être trop occupé. Bon. Comment je veux vivre? C'est quel genre de vie je veux avoir? Ça, c'est pas de la philosophie. Ça, c'est n'importe quelle personne qui veut se bâtir une maison. Quel genre de maison je veux? Comment je veux que ma maison soit? On fait un plan. Là, la personne a dit, mais avoir un 8 pièces. Là, on dit, non, un 8 pièces, ça se fait pas. C'est un des 4 pièces. Mais la personne, là, qui comprend les mécaniques, elle va dire, pas de problème. 2 maisons jumelées ensemble avec une porte. Là, les lois vont dire, ouais, ben là, ouais. Donc, c'est à limite, là, mais c'est légal. Oui. Bon, c'est légal, on le fait. Mais lui, ce qu'il se dit, c'est que j'ai une maison 8 pièces. Mais tous ceux qui ont des procédures grandes comme ça ne peuvent pas avoir accès. Il y a des maisons 4 pièces. Puis ils disent, écoute, on sait bien que ce serait mieux avec 8 pièces, tu sais, mais on ne peut pas. Pourquoi tu ne peux pas? Ben parce que ça ne se fait pas. C'est illégal, ou c'est ça. On commence avec ma vie. Comment je veux vivre? Les questions, c'est facile. On fait un retour. Puis là, les gens détestent faire ce genre de travail. Mais c'est aller à l'école. Ce soir, demain soir, vous allez, après votre journée, là, vous allez simplement noter qu'est-ce que j'ai vécu dans ma journée qui ne fait pas partie de mon monde. OK? Et là, c'est bien simple, vous allez finir par en conclure, vous n'êtes pas dans le bon monde. Mais c'est pas juste une idée, c'est vrai. Écoutez, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a déplu à mon emploi? Ben, premièrement, j'ai reçu une huile dans l'œil, j'ai respiré des toxines, mon contremaître s'est enfargé sur moi, c'est ce qu'il dit, là, mais moi je pense pas qu'il m'a donné un coup de pied. Moi je vais te dire, peut-être que tu n'es pas dans la bonne entreprise. Tu travailles pas à la bonne place. Tu n'es pas dans la bonne compagnie. Ah oui, mais là, on ne peut pas changer de compagnie comme ça. De toute façon, un jour, tu vas mourir. Moi, ta place, je prends une compagnie avant. C'est la même chose. La majorité des gens ne vivent pas dans le bon monde. Puis effectivement, quand on structure un peu plus, puis qu'on comprend les mécaniques, on change de monde. Il y en a qui vont changer d'amis. Il y en a qui vont changer de problème. Il y en a qui vont voir leur situation de vie s'améliorer. Mais la première chose, c'est aujourd'hui, bon, petite dispute là. J'ai été stressé à peu près tout le temps. Quand je conduis, je suis pogné. Tu sais, moi, je suis le genre à prendre des petites routes, là. Parce que les autoroutes, j'ai peur de ça, moi, là. Fait que, tu sais, je reste à telle place, à Joliette, puis me rendre à Montréal. Ça me prend du temps.
Elle prend l'autoroute. Ah, l'autoroute, c'est dangereux. Il y a quand même plus d'accidents sur les petites routes que sur les autoroutes. Ça va plus vite, les autoroutes. Mais les gens qui ont bien peur prennent les petites routes. Bon. La personne étudie. Là, elle dit ça, là, dispute. Dispute, par exemple, avec mon conjoint ou ma conjointe. Pas de petite dispute. Ou encore, on se parle plus, ben non, on se parle ou on communique plus, ou etc. Tout ça au complet, là, on prend ces éléments-là, ça va avec comment je veux vivre, on en attaque seulement un, celui qui est le plus fréquent, par exemple, et puis on commence à l'étudier. Pourquoi ça m'arrive? Puis on étudie ça d'une façon... Le contremaître, il a besoin, le contremaître qui est toujours sur mon dos. Bon, est-ce que... Là, il faut partir, comprenez bien l'idée. Ça lie les forces du bien, c'est simple. Le contremaître est toujours sur mon dos. Alors, on part. Est-ce qu'on va définir le contremaître comme étant un élément, un figurant, un acteur, un élément, une mécanique, un écureuil dans ma vie? Quand je roule en automobile, l'écureuil vient pour traverser les chemins, j'arrête pas pour l'engueuler. Maudit niaiseux! Bon, je me dis ou je l'écrase, ou je le laisse passer, ou tu sais, bon, ça dépend du monde. Mais je ne suis pas frustré de l'écureuil. Parce que l'écureuil, pour moi, c'est une mécanique sans intention. Ça pense pas. J'ai une branche d'arbre qui tombe. Maudit arbre, tiens dans des branches, on fait pas ça. Mais si c'est moi qui échappe ma branche sur ton auto, ah là, on va y aller par là. Alors, le contremaître, on voit que le contremaître, c'est un élément du problème. C'est pas un maudit chien qui fait exprès pour m'écœurer. On ne peut pas rien régler de même. Parce que le maudit chien qui fait exprès pour vous écœurer, vous allez vous organiser un maudit pour l'écœurer. Et lui, ce qui se dit chez lui, c'est que vous ne l'aurez pas, puis il va continuer. Alors, c'est un élément. Comment est constitué cet élément? C'est le contremaître, le lendemain matin, je reviens avec une loupe, là, je l'observe. Je me rends compte qu'il semble que le pauvre bonhomme, il a besoin d'avoir du pouvoir. Il faut comprendre les mécaniques. Et pour avoir du pouvoir, il faut que tu domines. Mais tu as bien plus de pouvoir si tu domines quelque chose de fort. Donc, plus tu résistes, plus il va être sur ton dos. Il n'y a pas le choix. C'est pas lui, il n'a pas le choix, il est dans une mécanique où il a besoin de pouvoir. C'est pas sa philosophie, sa psychologie qu'on va faire. Pour l'instant, on étudie la mécanique. Là, une fois que j'ai compris, là, on saute des étapes. Une fois que j'ai compris ça, là, je me dis, moi, est-ce que je fais des choses pour peser sur des leviers chez le contremaître qui va faire en sorte que le contremaître va être absolument heureux de m'avoir comme employé, c'est-à-dire que pouvoir me bûcher dessus, m'engueuler, m'écraser, puis se stresser pour moi, etc. Puis comme lui-même va être malheureux, donc il est nécessairement bien d'être malheureux avec moi. Alors, ben, ça dépend. Quand je rentre le matin, premièrement, je ne le regarde même pas. Est-ce que si je ne le regarde pas, c'est pour lui une attaque? Est-ce que ça le stimule? Ouais, mais je suis quand même pas pour lui dire bonjour à l'écœurant. Ça dépend. Si tu veux rester malheureux, non. Je dis pas bonjour. C'est la langue à la place. Tu vas être malheureux, ça va fonctionner. Mais si par contre, tu aimerais changer de monde pour être heureux, il va falloir que tu comprennes les mécaniques qui dirigent les contremaîtres pour être capable, tu vois, après ça, une mécanique, arriver à un moment donné, le regarder, puis doucement, parce que tu sais très bien que lui, il a un gros égo. Ça peut arriver le lundi matin, bonjour patron, comment ça va? Vous avez acheté du chocolat, puis là, il va décider là qu'il y a quelque chose qui va pas. Ben non, il va t'en demander plus, tu sais, mais si on connaît, si vous étudiez vous-même les autres, si on étudie un peu l'humain, on finit par se rendre compte quelle est la procédure pour être capable lentement de finir par faire en sorte que le contremaître vous foute la paix. Là, ne vous lancez pas en mission, là. Faut pas qu'il foute la paix au reste de la planète. Parce que là, votre bonheur, vous n'en voulez pas. Maintenant qu'il vous fout la paix, vous allez être malheureux parce qu'il y a l'autre là-bas qui est plus faible. C'est la procédure de l'humain. Il va chercher la misère et le malheur. Ici, comment je veux vivre? Ça, c'est s'allier les forces du bien. Les forces du bien, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est la compréhension qui permet à l'humain de pouvoir contrôler, c'est-à-dire maîtriser des choses. Mais ici, on parle uniquement d'améliorer sa condition de vie.
En réalité, quand l'humain fait ceci, je vous liste un petit détail comme ça, que vous comprendrez peut-être pas tout de suite, ça va venir à un moment donné. Je vous glisse comme ça, je pense. C'est que le contremaître que vous connaissez, qui est mis toujours sur votre dos, la journée que votre contremaître ne sera plus sur votre dos, il est toujours sur votre dos, mais c'est parce qu'en réalité, ce ne sera plus le même contremaître. Puis la démarche que vous allez faire est une démarche de glissement homochronique, je le dis comme ça. Hein, à un moment donné, plus on va en parler, plus ça va finir par être clair. Mais ce qui arrive simplement, c'est que vous vivez une vie, vos égaux, vous autres, votre constitution, les lois de l'expression de votre nature, vous êtes bien, mais la façon dont on vous oblige à vous exprimer, vous amène à vivre dans un monde, un homochrone, c'est un monde qui est tout petit, qui est celui que vous connaissez, où vous allez continuer à rechercher la misère, c'est votre nature, c'est la nature de l'être humain, la nature planétaire de l'humain, pas la nature cosmique. Et en changeant, en appliquant ceci, en étudiant ce qui se passe, et en appliquant une procédure pour être capable de changer la relation, vous êtes simplement en train de prendre votre corps et de le bouger. Vous êtes en train d'appliquer une procédure qui vous fait glisser à travers le continuum dans un temps qui est identique à celui que vous connaissez, donc dans un temps similaire, d'où le terme homochrone, crone pourtant homo c'est semblable. Vous allez glisser, puis vous allez aller rejoindre un parallélisme, un monde parallèle, qui est identique au nôtre, avec une seule différence, le contremaître est gentil avec vous. C'est ce que vous faites. Il y a quelqu'un qui va guérir, fait la même chose, il part d'une maladie, puis lentement il glisse. Il y en a qui prennent des médicaments, ils guérissent en 2 jours, d'autres ça dépendra 2 ans, d'autres 20 ans, d'autres jamais. Avec les mêmes procédures. Ça dépend simplement de ce qui se passe en dedans, glisse ou pas glissage. Le contremaître, en s'alliant les forces du bien, il arrive ceci simplement, c'est qu'on n'a pas changé le contremaître. Pour les gens qui se disent, par exemple, je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre. Pas correct. Mais je pose la question souvent, moi là, quand j'étais tout petit, plus vite, etc., bon. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est que quel que soit le changement que je fais, je n'interviens jamais dans la vie de personne. Mais ça, c'est une compréhension qui demande, bon, un peu plus de données. Mais le contremaître, je n'ai pas changé. J'ai changé de contremaître. Vu que c'est un homochrone, puis que j'amène les mémoires avec moi, ben, tous les gens, tout est correct, tout est parfait. Les gens à côté de moi vont trouver que le contremaître a changé aussi, ils n'ont pas le choix. Mon ego a besoin de ça pour accepter le fait que le contremaître commence à changer. Finalement, tu ne te mêles pas de sa vie dans l'exemple du contremaître. C'est comme si lui te donne un coup tout le temps sur toi. Tout ce que tu fais, tu t'enlèves dans dessous de son je m'en vais voir le contremaître qui me donne pas de coup. Mais là, ce qui va arriver souvent, c'est qu'être humain glisse et revient à cause de son ego. Tout l'importance de la négociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contremaître, le jour il est gentil, et le lendemain, il est plus calme qu'hier. Puis là, tu sais, on dirait que de temps en temps, le bonhomme change. Et ça, on voit ça souvent. Même parce que l'automobile, elle consomme moins d'essence, tout le temps, elle en consomme plus. C'est sûr que si j'ai le coup catalytique bouché, ça explique. Mais c'est quoi? C'est que l'ego, il y a des journées qui croient, puis d'autres journées qui ne croient pas? Ou... C'est uniquement, mais ça dépend de ce que tu veux, la terme d'expérience égoïque, donc de ce que tu as au niveau de ta mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'humain veut changer, c'est-à-dire les forces du bien, la procédure commence par l'étude de ce qui se passe en dedans, mais l'étude de ce qui se passe en dedans en fonction de la nature même qui m'oblige à m'exprimer. Mon corps physique est conçu pour s'autodétruire, puis il le fait. Mes structures psychologiques sont conçues pour rechercher le malheur. Je fais que ça. Moi, c'est pas ça. Alors, j'ai toujours habité dans des corps physiques qui m'ont contrôlé, puis j'ai toujours vécu une vie en fonction de mes corps physiques. Bon, à un moment donné, comprenant la mécanique, mais on vit plus longtemps. Avant, à 30-35 ans, on était des vieillards. Aujourd'hui, à 50 ans, on est loin d'être un vieillard. Il y en a évidemment qui le sont déjà à 25 ans, mais c'est plus la norme. À 60, 70 ans, il y en a qui ne sont même pas des vieillards. Alors qu'avant, c'était déjà très évident. Donc, il y a des choses qui changent. Moi, je peux me travailler, je peux fouiller à l'intérieur de moi pour comprendre des mécaniques, mais les mécaniques, pas uniquement physiques, on contrôle quand même bien le corps physique, mais pas assez. Et
je dois maintenant aussi étudier, comprendre les structures. Et les structures, la différence simplement, c'est pas de vous remettre vous autres en question. Si je vous pose des questions fondamentales, voulez-vous être heureux, heureuse? Oui. Bon, aimez-vous ça voir les gens souffrir? Non. Aimeriez-vous souffrir? Non. Bon, donc, en partant, on est des êtres de bien. Maintenant, comment se fait-il que sans arrêt, on se fasse du mal, qu'on s'interdise nous-mêmes des plaisirs, qu'on se martyrise, qu'on se culpabilise, etc., puis qu'on fait du mal aux autres? Pourtant, il ne semble pas que ce soit ce qu'on veut faire. D'où l'idée, évidemment, qu'on est royalement manipulé, qu'on est manipulé pas par quelqu'un. On est dans une mécanique. Bon, voulez-vous être mouillé? Non, il pleut. Être mouillé pareil. À un moment donné, on sort le parapluie. Bon, et on n'est plus mouillé. C'est déjà mieux. L'humain peut s'allier les forces du bien par la compréhension de des structures. Premièrement, par désémotiviser sa vision. Donc, avoir une vision animative du monde. C'est-à-dire, ça m'empêche pas, moi, de vivre des émotions. Mais je dois cesser de penser que le maudit écœurant là-bas, il fait exprès. Il ne fait pas exprès, il est en train d'en mourir. Il y a des ulcères, il est en train de développer un cancer, il est en train il y a un peu d'angine de poitrine, il vieillit, il défait son monde chez lui, il est malheureux. Et si vous le prenez quelque part à part, ou quelqu'un le prend, puis il pose les mêmes questions fondamentales, non, le bonhomme, il aimerait être heureux, il aimerait bien ça que ça marche mieux au travail. Mais lui aussi, il a sa vision. Ah, il faut les bosser, sinon ils font rien. S'il se mettrait à étudier les employés, il finirait par comprendre aussi les leviers, puis il finirait par établir des relations. Il faudrait qu'il commence par les établir avec lui, évidemment. Donc, le travail commence là. S'allier les forces du bien, le pendentif, il a une utilité pour certaines personnes. Il a aussi des effets secondaires très, très puissants. L'assujettissement collectif à tous ceux qui portent le même pendentif, par exemple. L'assujettissement, par exemple, à un outil extérieur, comme le téléphone, c'est génial, mais j'en fais pas un culte. Bon, l'aspirine, c'est génial, j'en fais pas un culte. Il y en a pour qui le cristal, qui a moins d'effet que l'aspirine, ben, ils vont en faire un culte. Et c'est là l'émotivisation de l'affaire. Au lieu de simplement comprendre puis utiliser, ben là, ils croient que c'est pas eux autres. Parce que le cristal lui-même a une forme énergétique qui dégage une onde de forme particulière qui, dans certains cas d'anatomie et de psychologie, va avoir une incidence positive pendant un laps de temps. Dans d'autres cas, ça n'aura pas d'incidence. Dans d'autres cas, ça aura une incidence négative. C'est à étudier. Comme les gens, à un moment donné, la philosophie, c'est une pyramide, une pyramide, une pyramide. La pyramide, c'est un silo. Alors, vous couchez en dessous, ça va vous momifier. C'est un silo. Ça conserve. Donc, au départ, avant de momifier, ça restructure un peu le corps vital, d'où la régénération de certaines choses, puis après, ça conserve. Et quand je comprends la mécanique, je me dis, écoute, je suis peut-être défaite, je suis malheureux, ben non, j'ai besoin de... Je fais en dessous d'une pyramide, ça restructure mon corps vital un petit peu, donc le corps, c'est le corps physique, le corps vital, c'est le corps atomique, et puis après ça, ben, je m'en vais ailleurs. Bon. Et j'ai un fruit qui a un petit peu de misère, elle met un petit peu en dessous, il revient un petit peu, parce que je le mange, c'est bon. Mais la pyramide, écoutez, la pyramide, c'est un silo, ça conserve, et mon frigidaire conserve mauditement mieux, par exemple. Non, mais c'est vrai aussi. Il régénérera pas, ok. Il va régénérer une pile, hein, une batterie, une pile, mettre un frigidaire, après ça marche un peu plus. Il n'est pas régénéré, mais chimiquement, il se passe de quoi? Il a régénéré un petit peu. Mais mon changeur à batterie est pas mal plus efficace que mon frigidaire. Alors, je ne ferai pas le culte de la pyramide, le culte de ceci, le culte de... Il faut comprendre simplement les mécaniques et on peut s'en servir. Puis si vous saviez la puissance, on parle de saluer les forces du bien, la puissance de la lucidité sur l'ignorance ou la croyance, la puissance de l'ouverture d'esprit sur la tradition ou sur la certitude, c'est phénoménal pour améliorer les contextes et les conditions humaines. Il y a même des choses qui vont fonctionner pendant 2-3 ans de vos vies, puis après ça, ça ne marche plus. Eh bien, ça, c'est plus ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes fait avoir, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, ça veut dire que là, on change, on fait d'autres choses. Saluer les forces du bien, c'est phénoménal comment on peut arriver à comprendre juste la structure cérébrale au niveau de la guérison, mais juste la structure métacognitive. Comment vous faites pour apprendre? Comment vous faites pour être performant dans tel ou tel domaine? Mais si on comprend ça, vous allez être capable maintenant de le devenir par rapport à vous-même. Et ça va vous permettre d'avoir des capacités de résolution de problèmes, bref, de se comprendre et de régler ses propres problèmes. On devient les experts de soi-même.
Et le gros de l'avantage là-dedans, c'est qu'en s'alliant les forces du bien, en réalité, on va vers les endroits qui sont bien. Ce que je veux dire, c'est ceci. Mais comme quand tu parlais de glisser, tu changes de contremaître. L'ego, bon, c'est long à expliquer ce soir, mais en tout cas, on en parle de toute façon à travers les séminaires, à travers d'autres conférences aussi qu'on donne les vendredis. L'ego, c'est une centrisation, c'est-à-dire que c'est une espèce de condensation personnalisée de ce qu'apparemment de nos mémoires, et ça finit par se prendre pour nous autres. C'est les égos qui se battent. Moi, je n'ai pas de chicane, mais on se pique en maudit. Les égos se battent, les guerres d'égos. L'ego contrôle finalement totalement la structure de l'expression planétaire. L'ego, on peut dire, contrôle l'humain. Puis nous, on est dedans. On essaye de l'instruire, c'est très bon. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Mais l'ego, c'est lui qui nous maintient dans un homochrome, c'est-à-dire dans une structure de vie qui n'est pas en affinité avec l'intelligence qui nous habite. C'est lui qui nous oblige à vivre une vie qui est une insulte à notre intelligence. Si on change l'ego, on change automatiquement de rail. Donc on glisse dans un autre homochrone. Un chronotope, c'est un ensemble d'homochrones différents, mais qui sont tous assujettis aux mêmes lois. Donc évidemment, l'humain, à un moment donné, devra travailler de façon à changer de chronotope. Là où ta nature t'oblige à être bien. Donc, un exemple de loi d'un chronotope, c'est ce que tu disais tantôt, l'humain recherche le malheur. La loi qu'on a ici, c'est que tu devras tout faire pour être heureux, mais tu ne devras pas y parvenir. Tu devras tout faire pour vivre le plus longtemps possible, mais tu mourras. C'est la fin. Tu devras tout faire pour être beau et belle, mais ça s'en ira. Ce sont des lois. Oui? Okay. Alors, il y a un autre chronotope, il y a d'autres genres de lois. Ce qui arrive simplement, c'est qu'en faisant le travail d'étude, le travail de compréhension de soi et des mécaniques, nécessairement, on vient instruire l'ego. En instruisant l'ego change. L'ego changeant, change automatiquement de canal, donc de voie. Nécessairement, votre vie s'améliore. C'est un homochrone, il n'y a pas grande différence, c'est mieux. Changez encore un peu, s'améliore encore un petit peu. Sauf que si vous ne comprenez pas les mécaniques, mais quand vous voyez un film extraordinaire ou vous rencontrez quelqu'un qui vous motive, l'ego change. L'ego change la façon de s'exprimer. L'ego n'a pas changé encore. Donc, quand l'énergie de l'autre ou quand la motivation s'en va, vous revenez dans le même canal. Donc, la vie reprend à peu près ce qu'elle était comme avant. Il faut absolument, pour s'allier les forces du bien, comprendre. Comprendre, ça veut dire que progressivement, par exemple, vous cessez de regarder des films de souffrance, films d'horreur, films de violence, films d'action avec des grosses mitraillettes. Ben, votre ego cesse de se nourrir de ce genre de choses. Progressivement, lentement, la société va vivre moins de meurtres, moins de viols, moins de violence. Mais ce qui est original, c'est votre société qui va changer. En réalité, vous allez aller dans une société qui en vit moins. Un exemple. Vous commencez à être écologique. Mais subitement, le peuple commence à être écologique. Vous allez changer de peuple. Vous commencez à croire aux extraterrestres. Puis subitement, on sort des films de plus en plus avec des extraterrestres. C'est de le hasard. Non, vous allez glisser dans un monde où les autres, ils croient aux extraterrestres. Oui, mais pourtant, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes enfants, oui, ce sont des homochrones. Tout le monde est identique avec une nuance. Et ça va mieux. Mais on n'a pas changé la planète. On glisse. On en reparlera. Avant d'en reparler, et de vous quitter, nous invitons tous à la prochaine conférence publique qui aura pour thème les entités de la nature, un monde à découvrir, et intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme. Ça aura lieu ici même vendredi le 16 septembre à 19h30. Et pour les séminaristes, dimanche, ici, il y a la conférence au Sheraton Laval dans 2 jours. Et enfin, le séminaire de Daniel aura lieu dans 7 jours, c'est-à-dire le 27 et 28 août. La date limite pour les inscriptions, c'est le 25 août. Alors, si en partant, vous voulez réserver votre place, c'est la même chose. À l'arrière, il y a des tables pour ça. Bonne fin de soirée.